bonjour à tous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Alexandre Valençon. J'ai appris l'histoire à l'Université d'Orléans, j'ai une licence. Je suis opérateur à la laiterie de Saint-Denis. C'est aujourd'hui le 6e rendez-vous des instants d'histoire. Voilà. Je change de sujet à chaque fois. Alors je ne sais pas, on verra tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez me confirmer pour la prochaine fois le 15 décembre? Oui. C'est bon. Donc prochain rendez-vous le 15 décembre. Alors le sujet, ce sera Saint-Bernard et l'abbaye de Fontenay. Voilà. Je vais commencer par vous lire un petit texte. Alors je ne l'ai pas fait exprès, c'est le discours qu'a prononcé Georges Clemenceau à la tribune de l'Assemblée nationale le 11 novembre 1918. Vous en avez entendu un extrait tout à l'heure. Donc là, vous venez d'entendre les cloches. Il y a tout juste 100 ans, le 11 novembre 1918, à 11 heures précises, les clairons sonnaient le cessez-le-feu sur toute la ligne. Le président de l'Assemblée nationale s'exprime. La séance est reprise. La parole est à Monsieur le Président du Conseil. Georges Clemenceau, président du Conseil, ministre de la Guerre, prend la parole. Messieurs, il n'y a qu'une manière de reconnaître de tels hommages venant des assemblées du peuple, si exagérés qu'ils puissent être. C'est de nous faire tous, les uns et les autres, à cette heure, la promesse de toujours travailler de toutes les forces de notre cœur au bien public. Je vais vous donner lecture du texte officiel de l'armistice qui a été signé ce matin à 5 heures par Monsieur le maréchal Foch, l'amiral Wemyss et les plénipotentiaires de l'Allemagne. Après lecture des clauses de l'armistice, pour moi, la convention d'armistice lue, il me semble qu'à cette heure, en cette heure terrible, grande et magnifique, mon devoir est accompli. Un mot seulement. Au nom du peuple français, au nom du gouvernement de la République française, j'envoie le salut de la France une et indivisible à l'Alsace et la Lorraine retrouvée. Et puis, honneur à nos grands morts qui nous ont fait cette victoire. Par eux, nous pouvons dire qu'avant tout armistice, la France a été libérée par la puissance des armes. Quant aux vivants, vers qui, dès ce jour, nous tendons la main et que nous accueillerons quand ils passeront sur nos boulevards en route vers l'Arc de Triomphe, qu'ils soient salués d'avance. Nous les attendons pour la grande œuvre de reconstruction sociale. Grâce à eux, la France, hier soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de l'humanité, sera toujours le soldat de l'idéal. Il est 4 heures de l'après-midi, le 11 novembre 1918, à la tribune de l'Assemblée nationale. L'hémicycle est comble. Un vieillard, Georges Clemenceau, président du Conseil, a alors 77 ans. C'est d'ailleurs le mot du prince héritier du trône d'Allemagne. Nous avons été vaincus par un vieillard. Il s'avance à la tribune. Georges Clemenceau est président du Conseil. C'est alors le plus important personnage de l'État. Il est plus important que Raymond Poincaré, président de la République. Il est président du Conseil depuis le 20 novembre 1917. Il est également ministre de la Guerre. Un ministre de la Guerre énergique. Politique intérieure, je fais la guerre. Politique étrangère, je fais la guerre. C'est l'émotion à l'Assemblée nationale. La guerre, qui devait être courte, s'achève après 1500 jours de combat. Georges Clemenceau lit les clauses de l'armistice. C'est enfin la victoire. Mais cette victoire s'est décidée dans les tout derniers mois de la guerre. Au début de l'année, il était impossible de savoir qui l'emporterait. Chaque camp a des forces et des faiblesses. L'Allemagne souffre terriblement, notamment du blocus allié, du blocus de la Grande-Bretagne notamment. Les civils se privent pour les militaires. Les écoles sont groupées. Même le charbon est rationné. Pourtant, le charbon est abondant en Allemagne. On manque de tout. On fabrique même des vêtements en fibre d'ortie. De 1914 à 1917, le prix des aliments de base a triplé, comme le bœuf ou les pommes. Les soldats des campagnes reçoivent bien des colis, mais leurs camarades des villes ont faim. Je vous laisse imaginer la situation des civils. Dans les pays occupés comme la Belgique, c'est pire. La Belgique est littéralement pillée. Durant cette période, la mortalité double à Anvers. Heureusement pour l'Allemagne, de bonnes nouvelles viennent de Russie. De graves événements se sont produits. Le 17 juillet 1917,
Les bolcheviks, des communistes, ont essayé de s'emparer du pouvoir à Petrograd. Ils ont voulu entraîner les soldats, mais les soldats sont restés loyaux. Le soviet de la ville, un conseil d'ouvriers et de soldats, obéit aux mencheviks, des sociodémocrates hostiles aux bolcheviks. Les Cosaques ont sauvé la ville, mais ce n'est que partie remise. Pour le moment, Lénine part en Finlande. À cette époque, en Russie, c'est Kerensky qui gouverne. Il a destitué en septembre Kornilov, qui a tenté un coup d'État. La situation est totalement confuse. Et pour résister à ce coup d'État, Kerensky a appelé toutes les forces vives de la nation, y compris les bolcheviks. Il a fait entrer le loup dans la bergerie. La situation est confuse, les putschistes sont massacrés. Mais en octobre, les bolcheviks prennent leur revanche à Petrograd. Ils sont devenus majoritaires aux soviets. Et Kerensky sent le pouvoir lui échapper. Il convoque un conseil provisoire avant les élections qui doivent se tenir début décembre. Le 23 octobre, Lénine est de retour à Petrograd. Et dans la nuit du 6 au 7 novembre, octobre en Russie, qui suit encore le calendrier julien, les bolcheviks s'emparent de Petrograd quasiment sans combat. Le 9 novembre, on ordonne le partage des terres. Le 15 novembre, Lénine autorise les minorités de l'Empire russe, qui sont très nombreuses, à se séparer de la Russie et à former des États libres. Lénine veut la paix, car aux élections qui finalement se déroulent, les bolcheviks n'obtiennent que 900 000 voix contre 16,5 millions à leurs adversaires. Pour sauvegarder la révolution, Lénine veut la capitulation avec l'Allemagne. Il demande l'armistice le 26 novembre. Ludendorff, le numéro 2 de l'armée allemande, l'adjoint de Hindenburg, qui se méfie d'abord des communistes, finit par accepter ces négociations. Mais elles traînent trop à son goût. Et en janvier, l'armée allemande reprend les armes. Car le comité, contrairement à Lénine, le comité central en Russie est hostile à la capitulation. Mais le 18 février, les Allemands attaquent l'Ukraine, un grenier à blé. Et le 23 février, Lénine finit quand même par imposer la signature au comité. Le 3 mars, le traité de Brest-Litovsk entre l'Allemagne et les bolcheviks est signé. L'Allemagne obtient d'immenses territoires à l'est, notamment l'Ukraine, grenier à blé. L'Allemagne sera ravitaillée. De son côté, la Roumanie a signé la paix le 10 février. Bref, pour les Allemands, c'est le cauchemar d'une lutte sur deux fronts qui s'éloigne, le cauchemar qui les avait hantés pendant 4 ans. Et avant même la signature de ce traité de paix, du traité de paix de Brest-Litovsk, les Allemands peuvent rapatrier des troupes à l'ouest. Le 1er décembre 1917, ils ont 151 divisions à l'ouest et 90 en Orient. Le 1er mars 1918, avant même la signature du traité de paix, ils en ont 175 à l'ouest et 57 à l'est. Grâce à ces renforts venus de Russie, les Allemands peuvent aligner 64 divisions de réserve, provenant pour moitié de l'Est et pour moitié de la classe 1919 qui a déjà été mobilisée. Grâce à cela, les Allemands ont une supériorité numérique par rapport aux Alliés sur le front de l'Ouest de 20 divisions. Comme je l'ai dit, en Allemagne, on manque de tout. Les chevaux seront réservés à l'artillerie d'assaut. Les camions manquent de caoutchouc. Et plus grave, on manque d'essence. Elle sera réservée aux avions. Heureusement, l'industrie tourne à plein régime. Ils peuvent sortir 2000 avions par mois. Richthofen, l'as de l'aviation allemande, à la TSF. Les bombardiers sont nombreux. Et surtout, le 21 mars, date de l'offensive, les Allemands pourront aligner 6600 canons lourds et 3500 mortiers pour l'offensive. On ne manque pas de mitrailleuses. Par contre, les Allemands ont une faiblesse. Ils ont fait une erreur. Ça leur coûtera peut-être la guerre. Ils n'ont quasiment aucun char. Ils en auront moins d'une centaine sur toute la guerre. Ludendorff ne croyait pas aux chars. Pour l'emporter, il compte sur une nouvelle tactique. Au lieu d'une préparation d'artillerie s'étendant pendant des jours et des jours, qui permet à l'adversaire de rassembler des renforts à l'arrière immédiat, on privilégiera une préparation d'artillerie extrêmement courte, 4 ou 5 heures. Courte mais violente. On détruira les premières lignes et on enverra des obus à gaz à l'arrière pour empêcher l'arrivée des renforts.
Ces assauts seront menés par les Stoßtruppen, des groupes d'assaut de l'infanterie d'élite, équipés de grenades, de lance-flammes et de fusils mitrailleurs. Quand ils avancent, ils signalent la présence aux artilleurs. Bref, après 4 ans de guerre de tranchées, on leur apprend enfin la guerre de mouvement. Ces divisions d'élite sont une force pour l'Allemagne, mais c'est également une faiblesse. Vous avez d'un côté les divisions d'élite, de l'autre les divisions normales. On peut aussi déceler une certaine méfiance de Ludendorff envers les minorités de l'Empire allemand, comme les Polonais ou les Alsaciens. Pétain, le chef de l'armée française, sait que les Allemands ont des troupes d'élite, mais il ne veut pas de troupes d'élite dans l'armée française, il ne veut pas de division. La France, de son côté, manque d'hommes. Elle n'a plus que 2 500 000 hommes dans l'infanterie, dont 800 000 à l'arrière. Il faut, selon les calculs de l'état-major, 1 million d'hommes entre octobre 1917 et octobre 1918 pour compenser les pertes. On a déjà supprimé 55 bataillons en 3 mois. La classe 1919 sera mobilisée en juillet. Les plus de 40 ans restent aux tranchées. Les cavaliers sont démontés. On essaye de guérir tant bien que mal les blessés qui sont dans les hôpitaux. Mais ça ne suffit pas. En juillet, il n'y aura que 577 000 hommes récupérés, entre guillemets. On est bien loin du compte. Pour l'emporter, Pétain compte sur le matériel. Les avions de bombardement sont en nombre insuffisant. Ils seront réservés au front et aux communications immédiates. La chasse est meilleure. Les Français ont 900 avions de chasse et les Anglais 600 contre 1500 Allemands. Ça s'équilibre. On ne combat plus isolément mais en patrouille. L'aviation est intégrée à l'activité au sol. Il faut noter la supériorité alliée dans l'aviation sera de plus en plus marquée au fur et à mesure de la guerre. L'objectif du côté allié est ambitieux. Il y aura 7600 avions en novembre. L'artillerie lourde se développe, mais on manque encore de canons. Sur 103 divisions, seule la moitié sont équipées de 155 cours. On développe les batteries sur chenilles. On accélère la fabrication des canons de 75. Mais on compte surtout sur l'arme nouvelle, les chars, que les Allemands n'ont pas. L'objectif est ambitieux, 2500 chars en mars 1918, dont 2000 Renault. Les nouveaux petits chars, plus rapides et plus maniables que les anciens. Les vieux chars lourds sont abandonnés. Malheureusement, en mars 1918, quand aura lieu l'offensive allemande, on est bien loin du compte. Il n'y a à cette époque que 2 chars Renault sur le front et 150 à l'instruction. On emploie les chars en auxiliaire de l'infanterie, et non pas en emploi massif comme en 1940. Les chars servent à défoncer les barbelés, par exemple. Les Anglais, de leur côté, ont 62 divisions d'infanterie en France et 5 divisions de cavalerie. Ils ont subi 800 000 pertes en 1917. Les besoins sont estimés à 900 000 hommes pour l'année 1918. Ils en auront 750 000. Il faut dire qu'il n'y a pas de conscription en Irlande, et les plus de 41 ans ne sont pas appelés. Douglas Haig, le chef de l'armée britannique en France, a ramené les divisions de 12 à 9 bataillons. Avant la guerre, la Grande-Bretagne était la première puissance économique mondiale. Et de ce fait, elle mène encore une politique vraiment mondiale. Elle a 500 000 hommes en Orient. Les Anglais cherchent à maîtriser le pétrole et à maîtriser surtout la route des Indes, conserver le canal de Suez. 3000 Juifs défilent avec Allenby à Jérusalem. Les cavaliers de Thomas Edward Lawrence, le fameux Lawrence d'Arabie, foncent à travers l'Empire ottoman, qui est allié de l'Allemagne. Ils marchent sur Constantinople. Ludendorff doit mobiliser 6000 Allemands de l'Asian Corps, qui vont aider les Ottomans. Les Anglais remontent également sur Mossoul. Le rêve oriental de l'Empire allemand se brise. Contrairement aux Anglais, la France ne peut plus mener une politique mondiale. Elle est présente dans les Balkans, mais elle a un contingent symbolique en Orient. Fin 1917, début 1918, la France est devenue une puissance moyenne. On ne le sait pas encore. Elle n'a plus d'hommes, elle ne peut plus mener de politique mondiale. De son côté, Lloyd George, le Premier ministre britannique, a essayé de se débarrasser de, entre guillemets, cet imbécile de Douglas Haig.
Il a lancé des offensives sanglantes dans les Flandres à l'automne 1917, en pure perte, pour, il faut bien le dire, le goût de la gloire. Mais Haig est protégé par le souverain britannique George V. Pour les Anglais, le théâtre européen n'est pas important. Lloyd George qualifie Douglas Haig d'imbécile, car alors que les Anglais s'apprêtent à faire main basse sur le pétrole du Moyen-Orient et à démanteler l'Empire ottoman, celui-ci massacre les forces anglaises inutilement sur le front de l'Occident. Les États-Unis, quant à eux, sont entrés en guerre le 6 avril 1917. Ils peuvent faire pencher la balance, mais l'arrivée des soldats est lente. En mars 1918, ils n'ont que 6 divisions en France, 225 000 hommes, dont beaucoup sont à l'arrière. Pershing, leur chef, refuse l'emploi des unités américaines mêlées aux armées françaises. Ils n'ont qu'une division en ligne en mars 1918, en Lorraine, quand se déclenchera la grande offensive allemande. Pershing a toutefois consenti à envoyer 4 régiments noirs, amalgamés aux unités françaises. 6 divisions sont instruites en Angleterre. Le point fort de l'armée américaine, c'est la logistique, dès cette époque. Rien ne manque aux soldats, des masques à gaz aux chaussures. L'armée est accompagnée d'ingénieurs qui agrandissent les infrastructures, les ports, les voies ferrées. L'armée américaine dispose de 33 000 camions. C'est toutefois les Français qui fournissent l'artillerie lourde, les chars et les avions. Et le 21 mars 1918, c'est la guerre des tranchées qui prend fin. Entre Arras et La Fère, sur 70 km, les Allemands lancent une offensive terrible avec 6200 canons et des obus à gaz. Ils bombardent des objectifs à 30 km. À 9h45, le tir de barrage annonce l'arrivée des groupes d'assaut. Au total, sur ces 70 km, les Allemands ont aligné 61 divisions. Le bombardement a duré 5 heures. Ils attaquent à la jonction des forces britanniques et françaises. Ils veulent séparer les armées alliées. La 5e armée anglaise s'effondre. La 3e résiste un peu mieux. Dès le premier jour, ils prennent 500 canons et font 40 000 prisonniers. Les Alliés envoient de toute urgence en renfort 40 divisions vers le front. La situation est tellement grave que les Américains proposent de relever 4 divisions françaises, mais c'est du moyen terme. Le 26, devant la menace, on prend enfin une bonne décision. On aurait dû le faire plus tôt, mais il n'est pas encore trop tard. On nomme un commandant en chef des armées alliées pour le front ouest. C'est Foch, que vous voyez ici. Car le moment est critique. Les Allemands vont séparer les 1ère et 3e armées françaises. Mais les Allemands s'essoufflent le 28. Ils ont manqué de ravitaillement. Ce ne sera pas la seule fois. Et le 1er avril, on creuse de nouveau des tranchées. Bref, le front a tenu, grâce à l'artillerie, l'aviation, mais surtout grâce au sacrifice des hommes. Parmi eux, on trouve Louis Magelier, un caporal instituteur de la Creuse du 338e régiment d'infanterie. Le 25 mars, il prend position près d'une ferme détruite. Soudain, les Allemands sont sur le bois, juste derrière eux. Les Français ont juste le temps de faire demi-tour. Les Allemands sont alors à 20 mètres, et les Français tirent dans le tas, sans viser. Un camarade près de Magelier est tué. Un autre est blessé, après avoir vidé 3 chargeurs de fusils mitrailleurs. Magelier court et tombe dans les ronces. Les mitrailleuses crépitent dans la plaine. Comme en 1914, les officiers, le capitaine et le lieutenant de la compagnie, chargent à la tête de leurs hommes. Ils portent eux-mêmes les caisses de munitions. Magelier suit un sergent et rallie l'arrière du bois. Comme en 1914, on contre-attaque à la baïonnette. C'est le retour de la guerre de mouvement. Les blessés crient, et les officiers qui étaient en tête tombent. Les hommes plongent pour se protéger des balles de mitrailleuse. Louis Magelier s'excuse presque de son moment de faiblesse. Il se serre près du sergent qui commande maintenant la compagnie car les officiers sont morts. Le 9 avril, nouveau coup de boutoir de l'armée allemande. Cette fois, ils attaquent intégralement les Anglais, entre Ypres et Béthune. Ils veulent les rejeter à la mer et ils veulent s'emparer des ports de la Manche. Les ports de la Manche serviront de base à leurs sous-marins.
On appelle 12 divisions françaises en renfort. On se bat autour du mont Kemmel. Les Français subissent 92 000 pertes, les Anglais 250 000. Ils sont épuisés, mais ils ont tenu. Il n'y a plus qu'une voie ferrée vers les Flandres. À cette date, les Allemands ont encore 64 divisions en réserve. Le 27 mai, dernier coup de boutoir de l'armée allemande, cette fois contre le chemin des Dames. Certains se rappellent peut-être de l'exposé de l'année dernière. C'est Duchesne, le commandant de la 6e armée, qui commande ce front. Il a 11 divisions et 4 de réserve. Il sait que les Allemands vont attaquer. Il a fait grâce à des prisonniers. Mais il a désobéi à Pétain. Pétain préconise une nouvelle tactique pour arrêter l'armée allemande. Les Français doivent évacuer la première ligne, se réfugier sur la seconde et contre-attaquer à partir de deux môles de résistance. Mais Duchesne, qui se croit plus malin ou plus intelligent que les autres, s'arc-boute sur la première ligne. Les Allemands déchaînent un feu d'enfer, 1000 batteries sur 90 km, avec un emploi massif des obus à gaz. Leur but est de fixer les Français sur l'Aisne avant de porter le coup de boutoir à l'armée britannique. Mais, comme vous vous en doutez, Duchesne n'est pas meilleur que les autres. C'est le désastre. À 9 h, le chemin des Dames est pris. Et, plus grave, dans la foulée, les Allemands s'emparent des ponts de l'Aisne intacts. Une nouvelle fois, Paris est menacé, comme en 1914. C'est la seconde bataille de la Marne. Le génie, averti trop tard, n'a pas pu faire sauter les ponts. On déplace de toute urgence 30 divisions en 2 jours. Le 27 mai, à 7 h, les Allemands ont déjà fait 45 000 prisonniers. Le 28, c'est le désespoir. Toutefois, la 5e armée française tient autour de Reims, et les pertes allemandes sont lourdes. Les divisions d'assaut sont de moins bonne qualité qu'au début. Les Allemands manquent de ravitaillement. Et le 31 mai, heureusement, les Allemands font une grave erreur. Au lieu de foncer sur Paris, qui était découverte, ils attaquent entre l'Oise et la Marne. La brèche entre le 11e et le 21e corps français est refermée de justesse. Le 1er juin, ils s'emparent de Château-Thierry. Ce sera leur dernière victoire. Car Reims tient. Bref, pour les Français, le mois de mai a été critique. D'autant que les grèves se sont multipliées à l'arrière. Le 14 mai, c'est Grenoble qui est à l'arrêt. Les mineurs du Gard prennent le relais. Mais les chefs de la CGT ont refusé de s'associer au mouvement. Le 12 mai, c'est la région parisienne qui est touchée, notamment Renault. Le 14 mai, c'est Citroën. 100 000 grévistes au total, qui veulent des augmentations de salaire et la paix. Mais de nouveau, les chefs syndicalistes refusent de s'associer au mouvement. Ils sont pacifistes, mais pas défaitistes. Le travail reprend au bout de 4 jours. Les Allemands ont encore des réserves à ce moment-là. Il s'agit pour eux de gagner avant l'arrivée des Américains. Foch, de son côté, prévoit une offensive que Pétain refuse. Il prévoit d'envoyer à l'attaque la 5e armée de Micheler sur Reims et la 10e de Mangin sur Château-Thierry. Le 7 juillet, on connaît, grâce à des prisonniers, l'axe de la future offensive allemande. Les Allemands attaqueront les 5e et 4e armées françaises qui ont reçu des renforts. Pétain demande à Foch d'arrêter son offensive. Mais Foch, contre l'avis de Pétain, maintient son offensive. Mais cette fois, le général Gouraud, qui commande la 5e armée française, va appliquer les ordres de Pétain. Le 15 juillet 1918, 1654 batteries allemandes pleuvent sur le front de Champagne. Mais Gouraud résiste. Les Allemands s'emparent sans difficulté de la première ligne française qui est vide. Et les artilleurs français peuvent bombarder les Allemands. Les Allemands progressent un petit peu sur le front de la 5e armée, mais les pertes sont terribles. Je cite, « C'est un enfer que de traverser les ponts de la Marne », dit un message allemand envoyé par pigeon voyageur. Le 17, devant les pertes, Ludendorff doit stopper l'offensive. Et le 18 juillet, à sa grande surprise, 18 divisions d'infanterie, dont 5 américaines, c'est
c'est le premier engagement massif, attaque Château-Thierry. Ils sont appuyés par 500 chars, dont 350 Renault. 7 nouvelles divisions sont envoyées dans la bataille. Ludendorff doit renoncer à son offensive sur les Flandres. À cette date, les Alliés sont encore inférieurs en nombre, mais ils ont la supériorité du matériel. 19 800 canons contre 18 000, 1500 chars contre quasiment zéro, et 5 400 avions contre 3 000 qui manquent d'essence. De plus, du côté allié, la logistique et le ravitaillement sont excellents. Les Allemands doivent reculer sur le chemin des Dames. Le 8 août, 12 divisions anglaises et 15 françaises font un bond de 15 km pour libérer la voie ferrée Paris-Amiens. Du côté allemand, c'est la panique. On signale des désertions, des refus de monter en ligne. Un état-major de division est capturé. Le 8 août, selon Ludendorff, est, je cite, le jour de deuil de l'armée allemande. Ce jour-là, Ludendorff sait qu'il a perdu la guerre. Il offre sa démission qui est refusée. Mais l'armistice sera signé 3 mois plus tard. Pourquoi ce délai? Les pertes du côté allemand sont terribles. 200 000 hommes par mois, remplacés par seulement 110 000. Il ne peut même pas rappeler des troupes de l'Est, car le territoire à contrôler est immense, trop immense. Et de plus, l'armée rouge, qui a signé un accord avec les Allemands, a subi le 6 août une terrible défaite. Ce jour-là, l'armée blanche, des Russes contre-révolutionnaires, ont battu l'armée rouge. Et pire que tout, se sont emparés de l'or de la banque russe d'État. Berlin doit appuyer les bolcheviks qui sont en difficulté. De son côté, en Allemagne, le vice-chancelier Payer veut l'abandon de la Belgique. Mais il ne parle toujours pas de l'Alsace-Lorraine. Pour faire la paix, les Allemands comptent sur les Américains, qui seront moins durs que les Français ou les Britanniques. Le 8 janvier 1918, le président américain Wilson, dans un message au Congrès, a énoncé 14 points. Les principes du combat de la libre Amérique. Il répond par exemple aux bolcheviks. Pour lui, les Russes doivent avoir toute l'attitude de déterminer leur avenir politique. Wilson les aidera. Pour lui, des élections libres et le ravitaillement sont une réponse à la terreur. Pour les Européens, il ne veut plus de désir de conquête. Seule la volonté des peuples compte. Le commerce doit être libre, la Belgique sera restaurée, l'Alsace-Lorraine restituée. La Pologne ne pourra revendiquer que des territoires occupés par les Polonais. Il ne veut pas non plus d'un démantèlement de l'Autriche-Hongrie. Et, à la sortie de la guerre, une société des nations garantira les indépendances. Bref, une paix juste et durable. Pour que la paix soit signée, il faudra que les États impérialistes s'écroulent. Et le 28 septembre, Hindenburg et Ludendorff préviennent. Le gouvernement doit demander la paix. Ils veulent qu'un cabinet issu de la majorité parlementaire soit nommé. C'est surprenant de la part d'un régime autocratique. Mais ils veulent faire des concessions à Wilson. Le chancelier Hertling démissionne. Le Kaiser consent à l'armistice. Le Kaiser, c'est l'empereur d'Allemagne, Guillaume II. Il veut qu'un cabinet responsable soit nommé. Il appelle alors au pouvoir Max de Bade, de sang royal, un libéral qui s'est opposé en 1917 à la guerre sous-marine à outrance, cause de l'entrée en guerre des États-Unis. Il sera bien vu de Wilson. Et tout de suite, Ludendorff veut que le nouveau chancelier adresse une note de paix à Wilson. Mais le 2 octobre, Max de Bade refuse. Hindenburg se joint alors à Ludendorff pour faire pression. L'empereur lui-même est obligé d'intervenir. Il lui fait une scène. « Tu n'es pas là pour faire des difficultés au haut commandement, lui dit-il. » Le chancelier se résigne. Et la note de sa main part pour l'ambassade allemande de Berne le 4 octobre à 1h10 du matin. Le but de Ludendorff est de se décharger du fardeau de la paix sur les civils. Il veut épargner à l'armée la responsabilité de la défaite.
L'état-major en Allemagne a déclaré l'armistice nécessaire. L'empereur n'a rien dit. On n'a pas pris l'avis des commandants d'armée. Je ne vous parle pas des ministres. Et le chancelier a obéi. Bref, jusqu'au bout, l'Allemagne a été soumise à son état-major. Et dès le 8 octobre, Wilson répond, sans l'accord de ses associés. Il répond à la note allemande. Des négociations séparées. Lloyd George est furieux. Clémenceau perplexe. Poincaré craint, je cite, c'est le président de la République française, qu'on ne coupe les jarrets des troupes par un armistice même court. La réponse de Wilson est en réalité plutôt un questionnaire. Il veut savoir qui sont ses interlocuteurs. Est-ce l'ancien ou le nouveau régime? Il demande l'évacuation des territoires occupés. Il ne parle pas de l'Alsace-Lorraine. Le 12 octobre, Max de Bade se lit qualifié pour traiter, au nom du gouvernement et du peuple allemand. Le 14, nouvelle note de Wilson, toujours pas communiquée à ses alliés. Il définit cette fois les conditions de l'armistice. Il veut l'abolition de l'Empire. Et surtout, il veut que l'Allemagne renonce immédiatement à la guerre sous-marine. Il faut dire que la veille, le 13, le paquebot Leinster a été coulé. Il y a eu 150 morts. Toujours rien sur l'Alsace-Lorraine. Le 23 octobre, la dernière note de Wilson est beaucoup plus ferme. Pour que l'armistice soit signé, il veut que la reprise de la guerre soit impossible. Il veut que l'Empire soit aboli, sinon il exigera une capitulation immédiate de l'armée. Pour la première fois, cette note est communiquée aux Alliés. Le front allié est reconstitué. Ludendorff offre sa démission, qui cette fois est acceptée. Ce n'est toutefois pas encore la fin. Les Alliés ne sont pas d'accord entre eux et ils ont des difficultés. Car, du côté allié, également, les pertes sont lourdes. Et des deux côtés, on cherche à garder des positions favorables pour négocier la paix. Les bataillons allemands sont réduits, mais ils résistent. Ils pratiquent la politique de la terre brûlée. Ils détruisent les routes, les voies ferrées. Du 8 août au 1er octobre, cette résistance cause à Pétain 270 000 pertes. Quel est le moral de l'armée française? Des contrôles postaux effectués à la 163e division d'infanterie disent que les soldats espèrent la paix. C'est cela qui les fait tenir. On note un épuisement. Heureusement, ils ont le sentiment que la fin est proche. La présence américaine les rassure. Bref, le poilu tient. Mais les pertes provoquent une grande dépression. Qu'est-ce qui fait tenir les poilus? La haine de l'allemand, il faut bien le dire, le sens du devoir et les négociations d'armistice. Mais les soldats souffrent. Nous sommes loin de l'élan de 1914. Les Allemands, de leur côté, cherchent à maintenir leur armée intacte pour obtenir des meilleures clauses d'armistice. Il faut dire que l'offensive alliée du 26 septembre leur donne de l'espoir. C'est un semi-échec. Les Américains sont massacrés en Argonne et les Français piétinent autour de Reims. Les Anglais entament la ligne de défense Hindenburg, la ligne allemande, mais sans la route. Bref, du côté allemand, la catastrophe a été évitée. Des deux côtés, je vous l'ai dit, les pertes militaires sont lourdes. Mais une dernière épreuve terrible va survenir. Vous l'avez entendu tout à l'heure. C'est la grippe espagnole, la dernière grande pandémie mondiale. On n'en connaît pas les origines, ni les raisons de sa disparition à la fin du printemps 1919. Quand elle disparaît, elle a fait entre 50 et 100 millions de morts, entre 5 et 10 fois plus que les combats. Elle frappe surtout les jeunes adultes, qu'ils soient civils ou militaires. Il y a eu 2 vagues, de juillet 1918 à la fin de l'année 1918 et au printemps 1919. Elle a fait par exemple 7 millions de morts en Inde. Accra au Ghana est une ville fantôme. Et elle empoisonnera les négociations de la paix en 1919. L'épidémie n'a pas été provoquée par la guerre, mais la circulation des hommes due au conflit l'a répandue.
Les Européens sont affaiblis par les conditions de vie. Mais là, c'était surprenant, la maladie a tué plus de monde au Middle West américain, alors en plein essor, qu'en Europe centrale, touchée par la famine. Elle touche aussi bien les riches que les pauvres. Elle provoque parfois des trêves dans les combats. Quels sont les symptômes? La fièvre apparaît et la mort survient quelques jours après. Il est vrai qu'à ce moment-là, les médecins sont sous les drapeaux. Mais ça n'aurait rien changé. Il n'y avait pas de remède. Les désinfections de maison se révèlent tout aussi inutiles. L'armistice sera signé sous le signe de la maladie. La maladie a fait 200 000 morts en France, rien qu'à l'année 1918, dont la moitié de militaires. Jusque-là, les Allemands résistent, mais d'un seul coup, tout s'effondre. Ses alliés s'écroulent les uns après les autres. Le 15 septembre, Franchet d'Espéré, qui commande l'armée des Balkans, lance l'offensive contre l'armée bulgare qui est affaiblie et qui est abandonnée par les Allemands. Il perce au Dobropolier. Et la cavalerie française, suite à un raid audacieux, s'empare de la ville d'Uskub et coupe la retraite de l'armée allemande. L'invasion de la Hongrie est alors possible. Ludendorff retire de toute urgence 4 divisions du front de l'Est pour les diriger vers les Balkans. Mais c'est trop tard. Dès le 25 octobre, la Bulgarie demande la paix. L'armistice est signé le 29. Les Bulgares doivent évacuer les territoires grecs et serbes. La perte de la Bulgarie provoque pour les Allemands la perte de la liaison directe avec l'Empire ottoman. Et donc, conséquence logique de cette paix bulgare, c'est au tour de la Turquie de demander la paix. Enver Pacha, le Premier ministre, a été remplacé par İzzet Pacha, un ami des Anglais. Il traite avec un général anglais prisonnier. Les Turcs ouvrent les détroits. Le pétrole de Bakou est livré. La paix est signée à Mudros le 30 octobre. En Autriche aussi, tout se désagrège. Les minorités de l'Empire, qui sont nombreuses, demandent toute la paix et demandent leur indépendance. Le 22 octobre, le chef d'état-major autrichien demande l'armistice, car il sait que les soldats des nationalités désertent. Et le 30 octobre, à Vittorio Veneto, les Italiens remportent sur l'Autriche-Hongrie une victoire éclatante. De son côté, Franchet d'Espéré défile à Belgrade le 1er novembre. Charles Ier, l'empereur d'Autriche, négocie l'armée, mais il veut sauver l'honneur. Il ne veut pas que les Italiens traversent son territoire pour attaquer l'Allemagne. Il dit au Kaiser qu'il peut lui faire confiance. Mais le 2 novembre, les Alliés lui disent qu'il a 30 heures pour signer la paix. Et surtout, les Alliés veulent un droit de passage sur l'Autriche-Hongrie. L'Autriche accepte les conditions. Et pour, entre guillemets, sauver l'honneur, l'empereur se réserve le droit d'émettre des protestations si on traverse son territoire. Le 3 novembre à 18 h, l'Autriche met bas les armes. En Allemagne aussi, l'édifice craque. Le départ de Ludendorff n'a provoqué aucune réaction politique. À cette date, les Allemands ont encore 146 divisions sur le front ouest, dont 27 en réserve. Mais cette fois, la supériorité alliée en hommes et en matériel est totale. Toutefois, les hommes continuent de tomber pour les négociations. Les attaques reprennent à l'ouest le 31 octobre, et les Allemands reculent partout. Le 2 novembre, ils s'emparent d'Anvers. Le 5, les Anglais sont sur l'Escaut. Le 14, une offensive est prévue en Lorraine. Du côté du front, pour les Allemands, tout s'écroule. Mais à l'intérieur aussi, l'Allemagne est minée. La révolution menace. Le 7, les marins de la ville de Kiel se sont mutinés. Fin octobre, la flotte a reçu l'ordre d'appareiller pour une dernière campagne, qui ressemble fort à une mission suicide. Mais les marins ont éteint les chaudières. Ils refusent de se battre pour l'honneur des officiers. Ils occupent la gare d'Hanovre. D'autres villes sont gagnées par le mouvement.
Les spartakistes, une référence à Spartacus, l'esclave de l'Antiquité qui s'est révolté contre Rome, des bolcheviks, menacent de prendre le pouvoir à Berlin, où l'émeute gagne le 9. Ils veulent la paix immédiate et la dissolution du Parlement. En Allemagne, c'est la grève générale, mais les chasseurs des garnisons refusent de charger les manifestants. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, Wilson veut le départ du Kaiser, seule condition à la paix. Max de Bade fait une proposition. Il veut l'abdication et un conseil de régence. Il s'appuie pour cela sur les mouvements sociodémocrates et sur le centre. Mais pour le moment, les militaires tiennent, appuyés par les conservateurs. Devant la menace bolchevique, Gröner, qui a remplacé Ludendorff, dit que le départ de l'empereur signifierait la révolution. Mais les milieux d'affaires font pencher la balance. Ils veulent l'abdication. Le 9, l'émeute a gagné Berlin. Et Gröner, à Spa, refuse finalement la guerre civile. Il dit à l'empereur que l'armée obéira aux généraux, mais pas au Kaiser. Max de Bade annonce l'abdication de l'empereur Guillaume II et il démissionne dans la foulée. Il est remplacé comme chancelier par le socialiste modéré Ebert. À Berlin, la République est proclamée le 9. Il faut faire barrage aux spartakistes. D'ailleurs, dans le Conseil de la République qui gouverne Berlin, il n'y a aucun spartakiste. Guillaume II, quant à lui, part pour la Hollande, où il mourra en 1941 sous l'Allemagne nazie. Le départ du Kaiser a rendu l'armistice possible, mais les discussions du côté allié sont vives. Foch veut des têtes de pont rive droite. Il veut que les Allemands évacuent la rive gauche du Rhin et qu'ils aient des têtes de pont rive droite. Mais il est rappelé à l'ordre par Clémenceau qui lui reproche d'empiéter sur le pouvoir civil. Le 25 octobre, Foch maintient ses demandes. Il veut des têtes de pont rive droite. Et le 31 octobre, les chefs de gouvernement se rallient à sa proposition. On se met d'accord sur les clauses d'occupation. Toutefois, concession importante, on laissera à l'Allemagne une petite armée pour lutter contre les communistes. On traitera sur les 14 points de Wilson. Deux réserves importantes, toutefois, le 5 novembre. Les Anglais maintiendront le blocus pendant les négociations de paix et ils paieront des dommages de guerre sur les territoires envahis. Les Alliés sont enfin d'accord, l'armistice peut être signé. Les Allemands ont évité la capitulation. Et le 7 novembre, à 20 h, la commission d'armistice allemande se présente devant les lignes. Cette commission est composée du ministre d'État Herzberger et de diplomates mineurs. Ils gagnent Compiègne, où les attend le wagon du maréchal Foch. Le délai d'acceptation est de 3 jours. Le courrier allemand qui doit porter le message au quartier général à Spa, le quartier général allemand, arrive dans l'après-midi du 10. Le 10, à 23 h, Herzberger apprend par les Français l'abdication du Kaiser et la nomination du gouvernement Ebert. L'armistice est signé le 11 à 5h10. Les territoires envahis seront évacués pour l'Alsace-Lorraine et la Belgique dans un délai de 15 jours. Et les Allemands évacueront la rive gauche du Rhin et 10 km de large rive droite au bout de 30 jours. Les traités de Brest-Litovsk et les traités roumains sont annulés. Les Allemands devront livrer un important matériel, par exemple 5000 canons et 25 000 mitrailleuses, une partie de la flotte. Toutefois, concession importante, on leur laisse des mitrailleuses et des avions pour lutter contre les communistes. Le ravitaillement sera assuré par les Alliés pendant la négociation de la paix, mais le blocus sera maintenu. Toutefois, les combats se poursuivent durant ces négociations. Il faut, selon Foch, maintenir l'effort pour que les Allemands exécutent leurs engagements. Foch veut que les Alliés traversent la Meuse
car en traversant la Meuse, on peut atteindre la Ruhr, le cœur industriel de l'Allemagne. Il lance le 9 novembre, pendant que les négociations sont en cours, le 14e corps sur le fleuve entre Sedan et Mézières. Les combats se poursuivent, comme je l'ai dit. Un obus de 105 emporte à ce moment-là 45 Creusois, l'avant-veille de l'armistice. L'accueil fait aux libérateurs est délirant. Pourtant, on sait que les diplomates discutent. Le 10, par exemple, l'abdication du Kaiser est connue chez les Alliés. Mais la garde prussienne défend encore la Meuse. Le commandant de la 163e division d'infanterie est stupéfait de l'ordre d'attaquer. Mais les poilus marchent. On leur dit que c'est le dernier effort. Le génie passe la Meuse sur des radeaux. La Meuse qui est large de 70 mètres. Dans la nuit du 9 au 10, ils installent des filins sur le pont de Nouvion. Le 415e régiment d'infanterie passe, mais 2 autres régiments sont cloués au sol. Du coup, le 10, 700 hommes du 415e régiment d'infanterie sont encerclés rive droite. Ils chargent les Allemands à la baïonnette, mais sont repoussés. L'artillerie française intervient pour faire barrage. Mais les Français sont obligés de se terrer sur la gare de Vrigne-Meuse et sur la voie ferrée. La bataille reprend à l'aube du 11. 150 survivants sont ravitaillés en munitions. Le commandant de la division transmet à 7h15 le télégramme de Foch. Les combats prendront fin à 11h. On mettra des mouchoirs au fusil et on chantera la Marseillaise. Mais les coureurs qui portent ces nouvelles tombent, dont le Ménil est bombardé. Il y aura 12 morts ce jour-là. À 10h50, 10 minutes avant la fin des combats, Augustin Trébuchon, natif de la Lozère, du 415e régiment d'infanterie, tombe. Il était agent de liaison. Ce sera le dernier mort français de la Grande Guerre. Les soldats morts le 11 novembre seront déclarés par l'état-major, déclarés morts le 10 pour ne pas accabler les familles. C'est d'ailleurs ce qu'on peut lire sur la croix d'Augustin Trébuchon, mort le 10 novembre 1918. Au total, ces 3 jours de combat auront fait 91 morts. Et le 11 novembre 1918, à 11h, les clairons sonnent la fin des combats. Les hommes sortent de leurs abris, silencieux. Ils s'observent. Après 1500 jours de combat, c'est le silence sur le front. C'est le soulagement. Il y a eu des scènes de liesse, mais la plupart des familles sont en deuil. C'est la fin d'un drame, également la fin d'un monde. 4 empires ont disparu. L'Allemagne, l'Autriche, bientôt l'Empire ottoman. L'empereur de Russie, Nicolas II, a été assassiné. Seuls les monarques des démocraties ont survécu. La Première Guerre mondiale est devenue moderne. Le fantassin de 1914 qui chargeait à la baïonnette est maintenant appuyé par des chars et des avions. Le bilan est terrible pour l'Europe. 4 empires disparus, une révolution. En 1914, la domination européenne sur le monde était totale, que ce soit dans les domaines financiers, économiques, militaires ou coloniaux. Mais à la fin de la Première Guerre mondiale, les États-Unis sont devenus les banquiers du monde. Dans les années 20, l'inflation sera terrible en Allemagne. Les empires coloniaux, quant à eux, sont en sursis. La Grande-Bretagne est encore présente dans le monde, mais ses finances sont détruites. L'Europe, en 1914, avait tout. Elle a tout perdu, elle ne s'en relèvera jamais. Mais c'est la France qui est la plus touchée. 3 millions d'hectares sont détruits. 10 départements sont ravagés. Les dégâts sont estimés à 35 milliards de francs or, plus 140 milliards de francs or de dépenses de guerre. La France, comme nous l'avons vu tout à l'heure, est devenue une puissance moyenne. Elle ne peut plus intervenir sur tous les fronts. On ne le sait pas encore. Son prestige est immense. Il faut bien le dire, elle est victorieuse. Dans les années 20, ce sera encore la première puissance militaire mondiale. Elle est protectrice de petits pays comme la Pologne ou la Roumanie. Et les années 20 seront marquées par la prospérité. Une prospérité illusoire toutefois. Nous le verrons en 1929. Mais la France vit à crédit.
Après la guerre, elle sera financée par la banque américaine JP Morgan. Le franc perd 80% de sa valeur entre 1919 et 1926. L'inflation est de 7 à 8% par an. Mais c'est surtout le bilan humain qui est terrible. Il y a eu 1 400 000 morts en France, pour une population de 40 millions d'habitants en déclin démographique. Le retour de l'Alsace-Lorraine permet de retrouver 1 900 000 habitants. Mais le déficit des naissances pendant la guerre a été d'1 400 000. À ces pertes, il faut ajouter les mutilés, 300 000. 1 million d'invalides à plus de 10%, 600 000 veuves, 700 000 orphelins. En 1914, 40% de la population active française vivait de l'agriculture. Les campagnes ont été saignées à blanc. Sur 1 400 000 morts, on compte 700 000 paysans, 50% des tués. La guerre, c'est la mort des paysans. Je vous remercie.